Merci d'être avec nous sur France Culture. Voici le dernier esprit public de l'année 2017. Un autre regard sur l'actualité des 12 derniers mois avec nos visiteurs du dimanche. Aujourd'hui, la journaliste du Monde Sylvie Kaufmann, les politologues Pascal Perrineau et Dominique Régnier et l'ancien conseiller de l'Élysée Gaspard Ganzer. Il faut toujours se souvenir le 31 décembre que janvier vient de Janus, dieu romain des portes, ces portes qu'on utilise pour entrer comme pour sortir, ce qui explique bien sûr que Janus ait deux visages. Le premier regarde en avant, le second en arrière, et c'est ce que nous ferons ce matin, nous retourner sur l'année qui s'achève et nous projeter sur celle qui vient. 2017, année des ruptures, des fractures, année disruptive, disruption, ce mot dont on a usé et abusé en France depuis le printemps dernier, enveloppe sémantique bien commode pour qualifier tous ces repères perturbés, la droite, la gauche, tous ces noms disparus, Hollande, Sarkozy, Fillon, Juppé, toute une génération politique partie sans laisser d'adresse, pas même celle du 10 rue de Solferino. Disruptive année 2017 en France et ailleurs dans le monde. Disruption au Moyen-Orient avec la fin programmée du califat de Daesh, mais tant d'inconnus encore dans une équation dominée par le bras de fer sunnite-chiite. Disruption avec ce nouveau président américain Twitter, belliqueux et ne respectant aucune des règles du monde d'avant, soufflant sur les braises des conflits nord-coréens et israélo-palestiniens, sous le regard de trois autres hommes forts, souvent peu scrupuleux quant au droit international, Xi Jinping, Vladimir Poutine, Recep Erdogan. 2017 allait disparaître, et nul ne saurait dire quelle serait la physionomie de l'année à venir. Janus n'avait que deux visages. 2018 en compterait certainement beaucoup plus. Alors entamons-là cette rétrospective de l'année 2017. On va commencer avec vous, Sylvie Kaufmann. Vous avez choisi la date du 20 janvier 2017, jour du discours d'investiture de Donald Trump, et un mot qui se dit de la même manière en français et en anglais, carnage. Please raise your right hand and repeat after me. I, Donald John Trump, do solemnly swear. I, Donald John Trump, do solemnly swear that I will faithfully execute that I will faithfully execute the office of President of the United States. the office of President of the United States. Congratulations, Mr. President. The crime and the gangs and the drugs that have stolen too many lives and robbed our country of so much unrealized potential. This American carnage stops right here and stops right now. Le carnage américain s'arrête ici et maintenant, 20 janvier 2017, discours d'investiture de Donald Trump, 15 minutes de discours devant le Capitole. Sylvie, qu'est-ce qui s'est joué pour le monde ce jour-là ? C'était un grand choc, je crois, ce discours. C'était un choc pour le monde entier, à vrai dire. D'abord pour les Américains, parce que le discours d'investiture aux États-Unis, c'est un moment important, fondateur. De rassemblement, en réalité. De rassemblement. Il y a la campagne électorale qui s'est terminée en novembre, qui a été dure, et celle-ci avait été particulièrement violente entre Hillary Clinton et Donald Trump. Et puis, il y a la période de transition où il y a le passage de relais. En principe, les choses se calment un petit peu. Et le discours d'investiture est un moment de, comme vous dites, de rassemblement où le président efface cette image de division et se déclare le président de tous les Américains et donne une perspective à son pays, et puisque c'est les États-Unis, la première puissance mondiale au monde en général. Et là, qu'est-ce qui s'est passé ? C'est tout le contraire. C'est-à-dire qu'on a eu un président agressif, offensif, dressant un bilan dévastateur de ses prédécesseurs qui étaient là, à côté de lui. Alors, il y a une expression américaine que j'aime beaucoup qui est stone-faced. Et c'était vraiment ça. Quand on regardait les visages de cette élite, de cet establishment washingtonien sur la tribune, sur le Capitole, Michelle Obama avait un visage de pierre. Elle était pétrifiée, exactement. Il se prenait vraiment ce discours dans la figure et c'était un discours
de pure démagogie, un parfait exemple de discours populiste. De quoi prenait-on conscience ce jour-là, ce jour de 20 Alors, janvier 2017? on prenait conscience du fait que l'Amérique ne serait plus comme avant, que c'était un tournant très important à la fois pour l'intérieur du pays, mais aussi pour le monde, parce qu'il l'a dit très clairement, il a dit « Aujourd'hui, nous dessinons le cours des années à venir pour l'Amérique et pour le monde. » Voilà. Et donc, les lignes directrices, c'était America First. Il l'a dit plusieurs fois, America First, et nous redessinerons nos frontières, nous défendrons nos frontières. Nous avons été trop présents à l'étranger, il faut s'occuper de nous. Nous allons ramener les emplois chez nous et nous allons protéger nos frontières. Vous avez une anecdote, parce que dites-nous où vous étiez ce jour-là pour écouter ce discours. J'étais à Davos parce que c'était comme tous les ans, donc la réunion du Forum économique de Davos, où les élites mondialisées se sont réunies. Et les Américains étaient assez peu présents au début de cette année, puisque c'était la semaine de l'investiture. Donc Donald Trump avait juste envoyé un de ses conseillers, Anthony Scaramucci, qui nous a expliqué aux journalistes que Donald Trump était en train de décrire son travail. Il travaillait très dur sur son discours. Il était en train de l'écrire lui-même. Il était très concentré sur son discours. Après, on a appris que ce n'était pas du tout lui qui l'avait écrit. C'était son idéologue, son gourou, Steve Bannon. Ce qui explique ce ton particulièrement agressif et démagogue, d'ailleurs. Et je dois dire que tout le monde attendait ce discours, bien sûr, à Davos, avec le décalage horaire. C'était le soir. Tout le monde l'a regardé et c'était le choc. Voilà, tout le monde était en état de choc de voir ce virage qu'allaient prendre les États-Unis et qui était le contraire justement de ce mondialisme qui fait l'essence de Davos et dont je terminerai là-dessus, dont a profité merveilleusement Xi Jinping, le président chinois, qui a ramassé la mise en disant voilà, il est venu à Davos et il a dit mais le champion du multilatéralisme et du libre-échange, c'est moi, puisque vous ne l'avez plus aux États-Unis. Vous étiez où, Gaspard Ganzer, ce jour-là ? J'étais devant ma télévision parce que je voulais absolument voir ce moment historique. Même s'il avait quelque chose de terrifiant. Moi, j'étais aux États-Unis, en revanche, le jour de l'élection de Donald Trump. J'étais même à Times Square, quasiment déjà en train de déboucher le champagne avec les quelques Français qui étaient là. J'étais pour des raisons totalement d'ailleurs privées et personnelles. Et en fait, on avait vécu cette stupeur en direct de voir que Hillary Clinton perdait. Et évidemment, comme tout le monde, nous ne l'avions pas anticipé. C'était d'ailleurs le début d'une année, on va dire, politique ou d'un semestre politique de grand bouleversement où on s'est beaucoup trompé du côté des politiques, du côté des analystes. Et je crois qu'on n'est pas d'ailleurs au bout de nos surprises quant à l'efflagration qu'a représenté cette élection et cette investiture. 2017, année disruptive, on va y revenir bien sûr, mais restons encore un peu sur ce moment de la vie américaine et de la vie du monde. Sylvie, il y a eu une première phase de cette présidence où tout le monde semblait en tout cas vouloir se rassurer en se disant que les contre-pouvoirs des institutions américaines seraient toujours plus forts peut-être que ce président foutraque ou que du moins elle pourrait le tempérer. On n'en est plus là aujourd'hui. Alors, il y a deux lectures. Je pense que, d'une certaine manière, les contre-pouvoirs ont quand même fonctionné. La démocratie américaine est solide. Il y a des institutions solides. Les médias, notamment, ont vraiment joué leur rôle et continuent à le jouer. La justice aussi, jusqu'à un certain point, mais quand même, les premiers décrets qu'a pris Trump pour interdire l'immigration de gens en provenance de plusieurs pays musulmans, ces décrets ont été bloqués par des juges à plusieurs niveaux, y compris en appel. Bon, finalement, la Cour suprême a donné le feu vert à la fin de l'année à des versions modifiées, mais je crois qu'on peut dire que quand même, ces contre-pouvoirs ont fonctionné. Même en cette fin d'année 2017, où on a le sentiment que Donald Trump, d'abord, révèle son vrai visage et remporte des victoires, vous l'avez dit, avec les décrets anti-immigration, avec sa réforme fiscale, avec ses grandes annonces diplomatiques sur Jérusalem, ce qui est peut-être en train de se préparer pour la Corée du Nord. On a moins le sentiment d'un président tempéré qu'au début de l'année. Ah non, il n'est pas du tout tempéré. C'est un président extrémiste, totalement. Mais tempéré par les autres, je voulais dire. Oui.
Sur Jérusalem, regardez, il a été mis en minorité aux Nations Unies. Il y a eu ce vote où, je crois, 128 pays ont voté contre la déclaration américaine selon laquelle Jérusalem doit être la capitale d'Israël. Non, il y a... Et puis, l'organisation mondiale de la communauté internationale résiste quand même d'une certaine manière. L'Europe s'organise. Les relations transatlantiques sont en train d'évoluer de manière extrêmement frappante. Il y a un vrai fossé transatlantique qui se creuse. Ça, c'est une tendance diplomatique lourde de l'année. Donc, c'est difficile à dire. On est au bout. Il a eu cette grande victoire législative, en effet, à la fin de l'année, avec le passage de sa réforme fiscale qui est assez, qui est très forte, historique aussi d'une certaine manière. Oui, et on voit que le Parti républicain a fini par se rassembler derrière lui. Mais la messe n'est pas dite. Il a eu aussi un échec électoral. Il y a eu cette élection sénatoriale partielle en Alabama où le candidat républicain Roy Moore a échoué, ce qui est vraiment exceptionnel en Alabama qu'un républicain échoue, qu'un démocrate soit élu. Pourquoi ? Parce qu'il y avait derrière une question d'agression sexuelle sur mineurs, ce qui, d'une certaine manière, constitue un contre-pouvoir aussi. Je crois qu'on y reviendra, mais le lendemain du discours d'investiture dont on a parlé tout à l'heure, il y a eu des manifestations énormes aux États-Unis de femmes à travers tout le pays. Et ça aussi, c'est un contre-pouvoir. La société civile aussi joue son rôle. Est-ce qu'on en est toujours à se dire que Donald Trump pourrait ne pas finir son mandat, Dominique Régnier, avec une procédure d'impeachment ? Écoutez, je ne le sais pas vraiment parce que ce sont des procédures très, très compliquées à faire aboutir. Mais juste, je voudrais insister sur un point. L'un des grands événements de l'année qui s'achève, me semble-t-il, c'est une espèce de divorce qui commence à s'exprimer entre le jugement public dans lequel je me range, auquel je contribue, parce qu'on fait des analyses, etc., et le fait démocratique. C'est très difficile de ne pas voir que nous sommes de plus en plus souvent amenés à nous désoler du résultat d'une élection. Et c'est vrai pour les États-Unis, c'est vrai pour l'Europe, c'est vrai pour la Catalogne, peut-être. Ça commence à faire beaucoup, c'est-à-dire qu'il y a une tendance très forte qui me paraît être caractéristique de 2017, qui a commencé un tout petit peu avant avec le Brexit, mais où nous sommes en difficulté parce qu'intellectuellement, nous sommes amenés à dire pour de bonnes raisons que le résultat de la souveraineté populaire est problématique, mais c'est le résultat de la souveraineté populaire formellement respectueux des institutions et des règles. Et la tendance est plutôt à la répétition ou à la propagation. Et je ne sais pas, n'étant pas du tout un spécialiste des relations transatlantiques, je ne sais pas si nous ne sommes pas plutôt sur une marche de convergence, en fait. Et je ne sais pas si nous ne sommes pas parfois aveuglés ou gênés par des scintillements qui sont en particulier émis par la France. Et c'est une très bonne chose. Mais, voyez, ce qui s'est dit sur la Pologne, sur l'Autriche... Voilà, le PiS en Pologne, il fait dans les sondages 52% d'intention de vote. Jamais en Autriche, depuis 1945, une telle majorité aussi à droite et populiste n'a été aussi massivement, presque 60%, choisie par les Autrichiens. Et les indications nous montrent que... Enfin, on pourrait multiplier les exemples, je ne le ferai pas bien sûr. Mais je me demande si ce n'est pas un des grands événements. Qu'allons-nous faire en 2018 de ce rapport à la démocratie qui nous semble de plus en plus désolé? Je crois que c'est un des points clés. Alors, qu'allons-nous faire de ce rapport à la démocratie? Certains aux États-Unis ont la réponse. Sylvie Kaufmann, on vous a fait beaucoup travailler cette semaine, puisqu'à chacun d'entre vous, on voulait une musique qui serait comme ça un peu la petite musique de 2017. Et on a choisi pour vous, Sylvie, on a choisi ensemble Fuck Donald Trump. Attention pour les oreilles pudiques de ce dimanche matin. FDT, titre de rap de IG et Nipsey Hussle, deux rappeurs de la côte ouest américaine. Numéro 1 du classement Spotify des 50 chansons les plus virales. Et c'est vrai que ce morceau est devenu le symbole du malaise entre les communautés afro-américaines et hispaniques et le président Trump. On écoute rapidement. Fuck Donald Trump. Fuck Donald Trump. Yeah, nigga, fuck Donald Trump. Yeah, fuck Donald Trump. Yeah,
Qu'est-ce qu'elle veut dire cette musique exactement dans cette histoire américaine récente? Je vous demande pas de me traduire les paroles. Qu'est-ce qu'elle veut dire pour la société américaine aujourd'hui, Sylvie? C'est une expression américaine qui est comprise de tout le monde. Elle dit l'extrême polarisation de la société américaine, parce que cette chanson date de la campagne électorale en réalité, et donc elle montre finalement l'impuissance d'une partie de la société américaine à contrer cette montée du populisme et de la colère blanche aux États-Unis d'ailleurs essentiellement, que vient de décrire Dominique Régnier. C'est une des autres conséquences de l'élection de Donald Trump, c'est l'extrême polarisation de la société américaine, qu'il exploite et qu'il cultive en permanence, parce que c'est ça sa tactique sur le plan intérieur, c'est de maintenir la tension. Il maintient le pays sous tension constamment, il trouve les sujets qui divisent la société et il les met en avant, il les exploite. Si je peux vous donner un exemple, c'est celui des joueurs de football américains qui ont... il y en a une fois qui a refusé de rester debout pendant pendant que l'hymne américain était joué. Il y en a eu un certain nombre ensuite et dans les il l'a stades. fait en signe de protestation. Et Donald Trump a exploité cet incident de telle manière que ce signe de protestation s'est étendu à plusieurs équipes de football, est devenu un vrai problème national. Et c'était lui qui avait provoqué, qui a fait en sorte que ce mouvement se généralise. Donc vraiment, il maintient le pays sous tension et il exploite cette polarisation. Et donc, cette chanson des rappeurs, malheureusement, je pense qu'elle pourra durer tout le mandat de Donald Trump. Je ne pense pas qu'il sera destitué. Je pense que ça sera trop compliqué. Il a aussi cette enquête sur ses relations avec la Russie qui va durer, qui va rester en arrière-plan pendant probablement toute la durée de son mandat. Mais je ne crois pas qu'on arrive jusqu'à le destituer. On va maintenant accueillir dans ce studio Pascal Perrineau qui rejoint le Club de l'Esprit public à l'aube de cette nouvelle année. Bienvenue à vous, politologue, bien sûr, auteur de nombreux ouvrages. Le dernier sur le vote disruptif, ce qui tombe bien, le mot de l'année. Et puis auparavant, bien sûr, auteur de nombreux ouvrages sur l'extrême droite, votre sujet principal de recherche depuis des années. Alors, sans surprise, de cette année 2017, vous avez retenu la campagne de Marine Le Pen et l'un de ses discours, pas n'importe lequel, le discours de Lyon, en date du 5 février, le jour où elle présentait précisément son programme présidentiel. Mesdames et messieurs, très chers compatriotes de métropole, de l'outre-mer ou de l'étranger, si vous êtes ici aussi nombreux aujourd'hui, c'est que vous avez compris. Et l'actualité récente en a apporté une démonstration éclatante que contre la droite du fric et la gauche du fric, je suis la candidate de la France du peuple. « 5 février 2017, Pascal Perrineau, ce moment où la victoire de Marine Le Pen n'était pas à exclure. Avec le recul, comment vous la jugez, cette campagne ? Alors, c'était une campagne où, pour la première fois dans les différentes campagnes du Front National, on se disait que le Front National et sa candidate pouvaient acquérir une vocation majoritaire. La stratégie du Front National avait beaucoup changé dans les années du quinquennat Hollande, et il s'agissait de gagner au peuple. Il s'agissait de propulser le Front National et sa candidate à l'avant-garde de ce dont nous avons d'ailleurs un peu parlé déjà dans le cas américain, c'est-à-dire ce peuple qui peu à peu a disparu des écrans radars de la politique, des écrans radars des médias, des écrans radars de la culture. Parce que pour faire le parallèle entre les États-Unis et la France, qui a voté pour Donald Trump? C'est, au fond, la classe ouvrière blanche et les petites couches moyennes blanches. Et puis les territoires délaissés, les territoires qui sont en dehors des grandes agglomérations américaines mondialisées. C'est ça aussi la force, la brutalité de Donald Trump. Et justement, j'étais l'été dernier aux États-Unis, où j'enseigne chaque été, et j'ai découvert un livre d'une sociologue américaine qui s'appelle John Williams, extrêmement intéressant, qui s'appelle White Working Class, sur la classe ouvrière américaine. Elle dit des choses très intéressantes et en pleine liberté parce qu'elle est elle-même issue. C'est une enfant.
d'un ouvrier blanc américain. Et elle dit, au fond, le destin de la classe ouvrière aux États-Unis, comme dans beaucoup de pays, ça a été de passer en quelques années, quelques décennies, d'un statut où la classe ouvrière était très reconnue. C'était l'époque où on parlait, souvenons-nous, dans les années 70, de la conscience de classe. Et puis elle dit, peu à peu, on est rentré dans un deuxième stade, l'ignorance de classe. C'est-à-dire, la classe ouvrière a disparu, il n'y avait plus de livres sur la classe ouvrière, plus personne ne s'intéressait à ce machin qu'on considérait comme étant archaïque. Et puis elle dit, on est rentré maintenant dans une troisième étape, qu'elle appelle class callousness, la dureté de classe. C'est-à-dire que ces ouvriers, ces gens d'en bas, du petit peuple, à force de ne pas être reconnus, eh bien, ils cherchent des voies pour s'exprimer. Alors parfois, c'est une voix qui se tait, l'abstention et l'abstention populaire qui reste encore massive parmi les ouvriers. Et puis parfois, c'est de la pure protestation. Aux États-Unis, c'est Trump. Et en France, c'est Marine Le Pen, parce que n'oublions pas... Et également Jean-Luc Mélenchon. Et Jean-Luc Mélenchon, mais à moindre degré, n'oublions pas qu'au second tour, revenons au second tour. En effet, Marine Le Pen est écrasée, 33%. Mais quels sont les milieux où elle arrive à casser le plafond de verre? Eh bien, c'est en milieu ouvrier, en milieu chômeur, en bas de la hiérarchie des revenus. Et regardez les deux départements, où Marine Le Pen, au second tour, passe la barre des 50%. C'est le Pas-de-Calais et l'Aisne. Alors vous voyez, comme terres qui sont emblématiques dans l'histoire de la condition ouvrière, des problèmes en effet qui ont touché de plein fouet cette classe ouvrière, la désindustrialisation, etc. Voilà, c'est là où ça se passe. C'est là où, en effet, le Front National montre, en dépit de son héritage, qui en effet va le plomber, qui est son héritage d'extrême droite, c'est là où le Front National passe la barre des 50%. Ce n'est pas dans les départements du Midi, où là, il y a une bourgeoisie, une petite bourgeoisie, qui se radicalise et qui n'hésite pas à voter FN. Là où le Front National acquiert une vocation majoritaire, eh bien, c'est dans ce peuple et ce petit peuple. Alors, Pascal Perrineau, vous auriez pu aussi choisir un autre moment de vérité, bien sûr, le débat présidentiel de l'entre-deux tours. Qu'est-ce qui s'est joué ce jour-là pour Marine Le Pen? Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Et pour autant, est-ce qu'on peut en déduire aujourd'hui que le Front National a disparu? Alors, d'abord, je vais prendre la dernière partie de votre question. Bien sûr que non, le Front National n'a pas disparu. 11 millions d'électeurs au second tour de l'élection présidentielle. Ce n'est pas parce que le Front National est rentré dans une période d'interrogation sur lui-même que ces électeurs ont disparu. Tout à fait récemment, l'IFOP a ressondé dans la perspective lointaine, certes, des européennes. La deuxième force politique en France, derrière La République En Marche, c'est le Front National. L'IFOP a ressondé en disant, voilà, si on refaisait la présidentielle, eh bien, Marine Le Pen reste à peu près au niveau qu'était le sien. Et ce n'est pas elle qui perd, c'est dans l'électorat de droite. Mes deux questions sont liées. Elle reste là, effectivement, dans le terreau français, malgré la question de la crédibilité, de sa crédibilité qui s'est posée gravement à l'occasion de ce débat. Alors ça, c'est l'élément en effet, pour acquérir une vocation majoritaire, en France, on ne peut pas être uniquement sur une ligne protestataire. Il faut ajouter à cette ligne protestataire, qui peut nourrir une dynamique électorale, une capacité, en effet, à gouverner. Et c'est la grande difficulté pour un parti de protestation de passer au stade de parti de gouvernement. Il faut acquérir, comme on dit, de la crédibilité. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'à la fois dans la campagne, bien avant le duo, voilà, le débat du second tour, bien avant, elle ne parvient pas à acquérir sur des sujets techniques, économiques, sociaux, une crédibilité. Et puis les Français aussi sentent qu'une force, même puissante, si elle reste solitaire, elle ne peut pas prétendre à rentrer à l'Élysée. Et là aussi, on a bien vu, sauf dans les dernières heures de la campagne présidentielle, qu'elle ne parvient pas à dire, ben voilà, avec qui je vais gouverner au-delà du seul Front National. Et ce n'est pas l'apport au dernier moment de cette toute petite équipe autour de Nicolas Dupont-Aignan qui va changer les choses. Donc là-dessus, en effet, elle échoue, et elle échoue pleinement. Alors, la grande différence par rapport aux États-Unis, c'est que Trump, il ne faut pas oublier, en effet, il est porteur à peu près des mêmes choses,
et des mêmes éléments, des mêmes dynamiques que Marine Le Pen. Mais lui, il fait le détour par la case Parti républicain. Et là, il y a une grande différence, en effet, ce qui n'est pas le cas de Marine Le Pen. Lui fait encore le jeu des partis. On aurait tort, dites-vous, d'enterrer trop vite l'extrême droite en France, et d'autant plus si l'on regarde ailleurs en Europe, Dominique Régnier, avec bien sûr ce nouvel axe Hongrie, Pologne, Autriche. Il y a une montée des populismes aujourd'hui, de ces populismes-là, à droite de l'échiquier politique, que l'on n'arrêtera pas, ou en tout cas pas au cours de l'année 2018. Non, ça fait vraiment partie des... Alors, c'est très très net, 2016-2017, encore plus, avec l'Allemagne, qui a frappé tout le monde. L'Allemagne faisait exception jusqu'en 2013, on le constatait souvent. Maintenant, nous le savons, avec Alternative für Deutschland et la centaine de députés, quelque chose s'est passé qui va peser durablement sur le système politique allemand et donc sur le système européen. On le voit partout, c'est indubitablement le grand événement politique. Il prend de l'ampleur plutôt qu'il ne se résorbe. Il est même devenu transatlantique. Et on le voit avec ce qui était dit par Pascal Perrineau sur Donald Trump. Aux États-Unis, le populisme est toujours passé par le Parti républicain. En général, il s'est recyclé. C'est une chaudière extrêmement favorable au populisme, le Parti républicain. Et Ronald Reagan a été à un moment donné même le héros des populistes européens, puisque c'était à la fois la référence de Siv Jensen, la patronne du Parti populiste norvégien, qui avait sa photographie dans son bureau et qui ne ratait pas une convention républicaine. Elle y rencontrait Jean-Marie Le Pen, qui avait lui aussi, à un moment donné, une passion pour Ronald Reagan. Là, nous n'avions pas cette espèce de tradition, mais c'est un signe. Les partis qui existent maintenant en Europe sont capables, à l'extérieur, sans passer par des partis déjà installés, d'avoir une influence considérable et même de prendre le pouvoir. Alors, on le sait pour l'Autriche, on l'a vu aussi en République tchèque, petit pays, mais extrêmement symptomatique de la profondeur du malaise, donnant le pouvoir à des populistes du parti ANO, de M. Babiš, alors que les sociodémocrates qui gouvernaient de bonne foi, peut-on dire, vraiment gouvernaient très correctement. Moi, ça m'a beaucoup marqué, cette élection, parce que vraiment, il y a quelque chose de tout à fait incroyable. Plus de chômage, une croissance de 4%, un pouvoir d'achat significativement augmenté. Et on balaye les équipes pour mettre à la place un populiste sur une seule thématique qui mêle à la fois l'immigration et l'islam. Et on sait que quand la Commission européenne a proposé à la République tchèque d'accueillir 1700, je crois, réfugiés, ils se sont bagarrés pour n'en recevoir finalement que 12. C'est 12 qui sont déjà trop et qui amènent tout un pays à punir des gouvernants qui avaient correctement gouverné. Donc c'est assez vertigineux ce qui se passe. Et les 4 pays du groupe de Visegrad, la Pologne, la Hongrie, etc., en réalité sont 12 aujourd'hui, et l'Autriche en fait partie, pas pour le groupe de Visegrad, mais pour un groupe plus large. La question est de savoir si l'Europe n'est pas en train de basculer. On va y venir dans un instant avec vous précisément, Dominique Régnier, qui fait merveilleusement les transitions. Mais finissons quand même avec cette partie française. Pascal Perrineau, lui aussi, a trouvé sa petite musique de l'année 2017. Encore que, il s'agit d'une musique qui nous renvoie plutôt dans la période giscardienne. Elle date de 1976. Michel Jonas, Changez tout. Changez tout, changez tout. Votre monde ne tient pas debout. Changez tout, changez tout, changez tout. Par Ganzer, lorsque, comme vous, on a fait partie de ce que Marine Le Pen appelle le système ces dernières années au cœur du pouvoir, quel effet ça fait de voir ce pouvoir-là exploser, ce système politique dans lequel on a grandi, devenir disruptif, pour reprendre le mot de la période ? Je pense que c'était peut-être nécessaire que pas mal de choses changent dans les partis politiques, leur structure, même le personnel politique. Une bonne chose. Mais il y a des choses qui restent. Heureusement, en France, en tout cas, les structures démocratiques sont restées. Les personnes ont été renouvelées, mais le cadre démocratique, lui, est resté stable. Il y avait ce besoin de renouvellement profond dans la société française. Après, je pense qu'il faut aller au bout aussi de ce besoin de renouvellement. Et ça, c'est certainement devant nous, dans sa version positive.
Je profite du fait que vous me donniez la parole pour juste dire un petit mot sur la comparaison entre Trump et Le Pen qu'on a fait tout à l'heure, qui est vraiment intéressante. Et du point de vue de la communication, moi j'ai une interrogation, j'aimerais bien savoir d'ailleurs ce que Pascal Perrineau en pense, sur l'utilisation, la stratégie de communication de Marine Le Pen. Trump a décidé pendant toute sa campagne d'être extrêmement offensif et agressif vis-à-vis de ses adversaires, notamment sur Twitter. On l'a beaucoup dit, il a réinventé l'usage de Twitter, il a été un très très bon utilisateur de cet outil social. Marine Le Pen n'a pas fait ce choix. Elle a pu être agressive dans ses discours, et elle n'a été agressive que dans la toute dernière ligne droite le jour du débat, et c'est un moment où finalement c'était inadapté. Que se serait-il passé si tous les matins, elle avait tamponné tous ses adversaires, à commencer par Emmanuel Macron? Eh bien, je pense que l'élection ne serait pas passée exactement de la même manière. Rapidement, oui, Pascal Perrineau. Je Perrineau. partage plutôt votre sentiment. Et en effet, quand on revient sur la campagne de Marine Le Pen, on s'aperçoit qu'elle considérait que le ton poli faisait partie de la stratégie de crédibilisation. Que ça faisait partie de la dédiabolisation. Et elle est allée, par rapport à son père qui n'hésitait pas à taper les adversaires, elle est allée dans un sens différent et ça a eu certainement un coût électoral. Elle n'a pas pu être la porte-parole du dégagisme. Elle l'aurait pu et elle a laissé ça, en effet, plutôt à Emmanuel Macron. Allez, continuons de dérouler le fil de cette année 2017. Le temps passe vite. Nous voici à l'automne, le 26 septembre 2017, cette date que vous avez choisie, Dominique Régnier. Ce jour-là, Emmanuel Macron est à la Sorbonne. Je suis venue vous parler d'Europe, commence-t-il son discours. 1h30 de discours, véritable programme électoral européen, mêlant élan lyrique et propositions concrètes, avec devant l'université des rassemblements de jeunes pas vraiment sensibles, vous allez les entendre, à l'europhilie présidentielle. Le monde déteste le président et tout le monde déteste le président. Tout le monde déteste le président. Et parce qu'au fond, la circulation des idées, des hommes, ce que la jeunesse européenne aura apporté à vouloir pour l'Europe, c'est ce qui nous a toujours unis, bien plus que la raideur des règles ou des frontières. C'est pourquoi nous devons faire confiance à l'Europe, à ce que nous avons appris les uns des autres au fil des siècles, pour trouver le chemin de cette unité. Dominique Régnier, ce jeune président français qui essaye de redonner du souffle à l'idée européenne, au projet européen, est-ce qu'il va gagner son pari ? Ah ça, vraiment, je ne sais pas. En tout cas... On fait de la prospective le 31 décembre, mais, vous savez, oui, Janus, on regarde devant, derrière. C'est pas... Moi, je prends votre question de la façon suivante. Bien sûr, pronostic, prophétie, impossible. Mais la question qui se pose, c'est qu'est-ce qui nous arrive si ça ne marche pas ? Ça peut marcher ou pas marcher. Qu'est-ce qui nous arrive si ça ne marche pas ? Aujourd'hui, tout ce qui a déjà été dit dans cette émission, tout montre que dans l'espace européen, on ne peut plus continuer comme ça. C'est plus possible. Ou bien nous sommes une communauté politique constituée, ce qui est une option possible, et c'est celle que défendait Emmanuel Macron à la Sorbonne, avec cette notion extrêmement intéressante de souveraineté européenne. C'est une notion théorique, etc., mais elle répond à quelque chose de puissant. Ou bien nous constatons, en 2018 et peut-être un peu après encore, que décidément nous n'y arrivons pas, que les frontières ont trop d'importance et que nous sommes obligés de nous replier et qu'au fond nous allons déconstruire peu à peu tout ce que nous avons construit. S'il n'y avait pas eu ce discours-là, on pouvait être très pessimiste sur le court terme pour l'Union européenne. Et les choses peuvent aller très vite. Il y a beaucoup d'adversaires de l'Europe, pas très loin de l'Europe, etc. Il y a beaucoup d'actions qui sont menées, beaucoup d'agitations qui ne cherchent pas à aider les Européens. On les a cités, notamment la Hongrie, la Pologne, l'Autriche, etc. Voilà. Justement, quel soutien il a aujourd'hui, ce président europhile ? Alors bien sûr, il y a cette coalition en train de se constituer avec Martin Schulz, qui, on le sait, est très europhile, lui aussi très ambitieux pour l'Europe. Est-ce que ce duo-là suffit à relancer, à redonner de la vigueur au projet européen ? C'est nécessaire, mais c'est pas suffisant, selon la formule fameuse, mais appropriée ici. Ce qu'il faut pour Emmanuel Macron, c'est un large consensus européen. Et je voudrais dire que, à mon avis, ce consensus, il n'a aucune chance de l'approcher s'il n'a pas, sur les questions d'immigration, les positions qu'il a exprimées récemment. Et qu'il réexprimera à la rentrée. Ce sera l'une des grandes réformes de la rentrée 2018. Mais je veux dire, on a déjà des éléments de sa politique qui ont soulevé une émotion, etc. Mais on y a vu parfois une justification domestique. Elle existe sans doute. Mais je crois que la situation dans laquelle se retrouvent beaucoup de pays européens
plus de la moitié, fait que cet aspect-là est considéré comme mal engagé, devant être entièrement repensé. Et lorsque Sébastien Kurz a rencontré récemment Jean-Claude Juncker, il ne lui a pas dit simplement ce qu'on a beaucoup dit, je vais être un pro-européen convaincu, ce qui est le cas. Il a dit, je veux aussi que l'Autriche participe à façonner une nouvelle Europe. Et ça peut vouloir dire aussi qu'il y a cette dimension de la question des frontières nécessaire à une communauté politique. Et je voudrais juste vous dire aussi, Émilie Aubry, que dans l'extrait que vous avez cité, qui est excellemment choisi, on entend une chose qu'on entend rarement. En fait, le président Macron renvoie l'idée européenne à des siècles d'antériorité. Ça, à mon avis, c'est déterminant. Je voudrais juste vous dire pourquoi, en un mot. Nous avons trop souvent renvoyé l'Europe aux 2 guerres mondiales qui ont eu lieu. C'est-à-dire, au fond, comme si nous n'étions capables de faire Europe que pour nous empêcher mutuellement de nous assassiner. Cette espèce d'Europe négative, d'Europe contre nos passions, est une Europe insuffisante. Elle est absolument vitale, c'est le mot, mais elle est insuffisante. Et l'idée de plonger dans des siècles de cohabitation agitées et diverses, mais aussi heureuses et pacifiques, est une autre façon de poser la question européenne. Peut-être que c'est plus simple aujourd'hui de passer par là. En tout cas, qu'il y a des pistes de ce côté-là qui sont à utiliser, qui ne l'ont pas été. Qui partage ce passé européen-là aujourd'hui, qui a envie d'épouser ce que Dominique Régnier appelle cette démarche positive de l'Europe, Sylvie Kaufmann? Je crois que Dominique Régnier a vraiment mis le doigt sur la question fondamentale. Il y a une grande bataille qui est en train de se dérouler en ce moment en Europe, qui est aussi la bataille qu'on a décrite sur les États-Unis. C'est cette bataille des forces populistes, pour utiliser un mot simple et simpliste probablement, disons des forces nationalistes, ultra-conservatrices souvent, contre les forces qui se disent démocratiques, qui défendent l'état de droit et les libertés publiques. Et cette bataille, l'Europe, en effet, en est le grand théâtre en ce moment, avec les pays d'Europe centrale qui sont à l'avant-garde de cette bataille, mais comme on l'a rappelé, nous aussi, dans tous nos pays, il y a ces 11 millions d'électeurs du mois de mai 2017. Il y a ces électeurs de l'AfD en Allemagne, il y a les Autrichiens. Y compris dans les pays d'Europe de l'Ouest, ces forces sont actives. Donc, vous avez parlé tout à l'heure de la situation en République tchèque et de ce très fort sentiment anti-immigration. Il y a d'autres facteurs, bien sûr. Il y a la corruption, la lutte contre la corruption. Il y a aussi cette particularité de ces pays d'Europe centrale qui sont des pays post-communistes et qui ont leur propre identité et leur propre histoire. Mais je crois que cette année encore, en 2018, on va assister à la poursuite de cette bataille qui est très profonde et qui se joue sur à la fois sur l'état de droit, sur la défense de l'état de droit et et en effet, je crois qu'il faudra arriver à un consensus sur la gestion de l'immigration et des frontières. Sachant qu'il y a quelqu'un dont on ne parle pas dans cette émission et qui, bien sûr, a aussi été l'un des leaders de 2017 et qui s'appelle Vladimir Poutine et qui, d'une certaine manière, pour l'Europe, en tout cas pour une partie de l'Europe, a un projet concurrent à celui de l'Union européenne, que l'on parle de l'Ukraine, bien sûr, ou de la Transnistrie, ou de la Crimée, ou de l'Ossétie du Sud. On sait aujourd'hui qu'il y a aussi la tentation du projet poutinien, Dominique Régnier. Oui, c'est une réalité qui relève de la politique de puissance classique. Celle-là, elle est vraiment du monde d'avant, mais je ne suis pas sûr qu'elle disparaisse dans le monde d'après. Et il y a un activisme incroyable. La Chine, à sa manière, est très active aussi, par une autre stratégie, d'autres moyens. La Russie est très agitée. On peut le dire, on sait que la Russie finance des partis populistes. Il y a eu même, en 2016, un accord formel, public, entre le FPE, le Parti populiste autrichien, et Russie unie, le parti de Vladimir Poutine. Il y avait d'ailleurs M. Strache qui était présent lors de la signature. Donc, c'est des choses qui même se font de façon tout à fait visible. Marine Le Pen a été reçue par Vladimir Poutine, on s'en souvient, dans une image incroyable, où là, désormais même, les choses sont montrées avec une espèce d'impudeur ou de tranquillité étonnante. Il y a des interrogations sur le rôle de la Russie, sur la crise catalane. Enfin, 1000 exemples pourraient être donnés. En Pologne, une des causes de la crise polonaise, c'est les liens du ministre de la Défense avec la Russie, qui a valu un de vos confrères, qui vaut un de vos confrères, un journaliste polonais qui a reçu un prix, heureusement d'ailleurs,
Reporters sans frontières de TV5 pour son livre, d'avoir mis au jour ces liens entre ce ministre de la Défense quand même et la Russie, dans un pays que l'on croit très anti-russe. Peut-être que c'est en train aussi de changer. Il a été pro-russe et communiste. Il est peut-être plus anticommuniste qu'anti-russe aujourd'hui. Et il y a des éléments qui vraiment, de toutes les façons possibles, montrent clairement que la Russie parie sur l'affaiblissement, voire l'éclatement de l'Europe. Alors, on avait déjà choisi cette musique en septembre dernier, lorsqu'on avait parlé du discours du président Macron sur l'Europe. On avait choisi de réentendre la musique du film de Cédric Clapiche, bien sûr, 2002, L'Auberge espagnole, qui est presque devenue comme ça une sorte de cliché. On va en entendre quelques notes, cliché d'une jeunesse, d'une société européenne fantasmée ou bel et bien réelle. Gaspard Ganzer, c'est votre génération. Oui, je sais. Moi, j'ai fait mes études à la fin des années 90, au début des années 2000, à l'époque de la toute-puissance du programme Erasmus. Et moi, comme d'autres, j'ai pu à cette époque-là, non pas faire des études à l'étranger, mais beaucoup voyager. J'ai continué à le faire encore aujourd'hui. Et c'est vrai que j'enseigne aujourd'hui à Sciences Po, comme d'autres aujourd'hui autour de cette table. Et je suis frappé de voir que s'il y a une très forte internationalisation des étudiants encore aujourd'hui dans les grandes écoles françaises et dans les universités, j'espère de plus en plus, elle se déploie en dehors de l'Europe l'avenir de la jeunesse, quand il ne se déploie pas pour celle qui est la plus diplômée, je ne parle pas évidemment, tout le monde n'y a pas accès, malheureusement encore, il se déploie peut-être en Asie, en Amérique ou ailleurs, et je pense qu'on peut le regretter parce que le rêve européen a un peu disparu chez la jeunesse et il y a beaucoup de désenchantement. Gaspard Ganzer, on va en venir à votre date à vous. On est toujours à l'automne 2017 et je vous en remercie. Vous avez choisi d'évoquer la chute fulgurante d'un producteur de cinéma, Harvey Weinstein, après un article dans le New York Times exposant en détail les agressions sexuelles allant jusqu'au viol de plusieurs femmes. Une affaire qui a permis de lever le voile sur ces abus qui sévissent encore dans nos sociétés. On découvre ou feint de découvrir que le phénomène est en réalité extrêmement répandu. Le hashtag MeToo va se répandre à l'automne comme une traînée de poudre sur les réseaux sociaux. Balance ton porc en France. C'est la libération de la parole pour des femmes de tous les continents et de tous les horizons. La parole libérée par exemple de l'actrice Asia Argento, venue témoigner sur France 2 dans l'émission Envoyé spécial. Après une demi-heure, je dirais, il est allé dans la salle de bain. Il en est sorti en peignoir, avec un flacon de crème à la main. Maintenant, on sait que c'était ça son modus operandi. J'étais effrayée, mais il était là comme un ours. Je lui ai dit, tu plaisantes? Je ne suis pas ce que tu crois. Il m'a fait, je veux juste un massage pour me détendre. Je n'ai pas réalisé que là, j'allais être violée. Il a remonté ma robe, m'a écarté les jambes, et il a plongé sa langue entre mes cuisses. Pour beaucoup, comme je n'étais pas attachée, j'aurais pu m'enfuir. Je ne pouvais pas m'enfuir. Cet homme fait 100 kilos de plus que moi, peut-être plus. Il est tellement plus grand que moi. Je suis une fille. J'étais pratiquement nue. Je me suis sentie si vulnérable à cet instant. Gaspard Ganzer, pourquoi elle est disruptive, cette affaire Weinstein ? Déjà, je trouve qu'en réécoutant ces mots, on peut être épouvanté par ce qui est dit et raconté. Et moi, je mesure le courage qu'il a fallu à ces actrices, à toutes ces femmes qui se sont exprimées aux États-Unis, en France et ailleurs pour le faire. Et je pense que cette histoire, elle est disruptive. Pourquoi ? Parce que peut-être justement qu'elle vient de ces personnalités, de ces femmes, actrices, célèbres, pour qui l'image est très importante, la réputation est très importante, et qui n'ont pas hésité à parler de façon extrêmement crue et extrêmement directe de ce qui leur était arrivé. Et le cinéma, la culture, ont une place à part dans nos sociétés, que ce soit aux États-Unis, en France ou ailleurs. Et je pense que c'est une des raisons qui explique que ça s'est répandu comme ça, comme une traînée de poudre, et qu'on n'en est pas au terme. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est que je pense que les médias, qu'on critique beaucoup, souvent à tort, là, ont fait leur travail. C'est pas la seule fois où ils ont prouvé qu'ils étaient utiles dans la démocratie au cours de l'année 2017. Ils l'ont prouvé pendant l'élection présidentielle française.
Ils l'ont prouvé en cette fin d'année 2017, le New York Times et d'autres d'ailleurs, parce qu'il n'y a pas que le New York Times qui s'est intéressé. En France, les journalistes ont fait leur travail. Et puis il y a les réseaux sociaux aussi, où là, pour la première fois, on a pu voir leur effet, enfin pas la première fois, mais de façon en tout cas très massive, l'effet de propagation, d'accélération qu'ils pouvaient avoir. Pourtant, je pense ça doit encore nous interroger aujourd'hui. Plusieurs choses doivent nous interroger. La question première, c'est pourquoi est-ce que ça n'est pas arrivé avant? Parce qu'il y a eu d'autres scandales sexuels, évidemment, médiatisés, plein d'autres histoires. Pourquoi est-ce que nous n'avons pas voulu regarder avant ce problème? Ça, c'est la première chose. La deuxième, pourquoi, et ça, Sylvie Kaufmann l'a traité dans un récent article éditorial du Monde, donc je lui rends hommage, pourquoi est-ce que ça n'a pas eu le même impact en France qu'aux États-Unis? Pourquoi est-ce qu'en France, il y a encore une omerta plus forte dans les milieux artistiques, dans les milieux médiatiques? En France tout court, je crois. Non, parce que c'est vrai que c'est parti de là, en fait, aux États-Unis. On a beaucoup parlé aux États-Unis, d'abord dans les médias, le milieu artistique. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas d'abord abordé ce sujet de façon plus massive? Je pense que ça devrait tous nous interroger, interroger tous les hommes, bien évidemment, de toutes les générations, les femmes aussi. Et je crois qu'on a encore beaucoup à faire. Le président de la République, Emmanuel Macron, s'est exprimé sur le sujet, mais je crois qu'on n'est pas du tout au bout du sujet, parce que derrière, il y a la question du harcèlement, il y a la question des violences faites aux femmes, il y a la question peut-être aussi de l'éducation, etc. Et je pense que vraiment, c'est un chantier considérable qui s'ouvre devant nous, qui sera le chantier de l'année 2018 et bien au-delà. Et puis enfin, on en parlait tout à l'heure hors antenne, comme on dit, il faut voir aussi quand même la déflagration de haine qu'il y a eu en retour pour les femmes qui ont eu le courage de s'exprimer. Et alors, moi, j'ai été choqué par les révélations, parce qu'évidemment, c'est odieux d'entendre ces révélations, et on a envie vraiment de combattre les hommes qui, par la justice et par le droit, les hommes qui ont commis ces horreurs. Mais j'ai été parfois encore plus choqué par les attaques dont ces femmes ont fait l'objet. Qui témoignaient. Oui. Enfin, à la fin, sur le balance ton port en France, on avait quasiment l'impression que les coupables, c'était les femmes qui s'exprimaient, qui étaient mises en accusation sur le thème, c'est de la délation, etc. Et ça, je trouve que c'est épouvantable. Et ça, est-ce que ça s'est joué tout particulièrement en France, Sylvie Kaufmann? Moi aussi, je me souviens très bien de votre excellent papier. Dans Le Monde, on a le sentiment qu'il y a eu une réaction spécifiquement française à cette affaire Weinstein. Pas seulement, non. Nous, bien sûr, on s'intéresse plus à la France puisque c'est notre pays, mais en Italie, par exemple, où cette actrice Asia Argento a été violemment attaquée. Non, il y a d'autres pays. Il y a un petit peu quand même, pour simplifier, il y a quand même une petite division protestant, anglo-saxon et latine. Hein. Je crois que c'est une question aussi culturelle. Mais Françoise Héritier, avant de mourir, malheureusement, a eu le temps de prendre connaissance moment de l'année 2017 oui, aussi. Absolument. Et elle l'a jugé dans une interview au Monde, d'ailleurs. Et elle a eu cette phrase, c'est formidable, ce mouvement est formidable, la peur a changé de camp. Et ce que vient de décrire Gaspard Ganzer montre que la peur n'a pas tout à fait encore changé de camp. Et c'est vrai que c'est un combat de très longue haleine. Je pense que c'est un tournant, ce qui s'est passé cet automne, à la fois aux États-Unis, bien sûr. Alors, ça a pris des formes américaines, toujours un peu excessives. Il y a des hommes qui ont démissionné à peine la première accusation formulée contre un geste déplacé. Ils sont partis en courant et en se battant la coulpe. Alors nous, en France, on en rigole en disant, évidemment, c'est les Américains avec leur puritanisme excessif. En France, on est vraiment très, très loin du puritanisme sociétal. Alors on se targue d'avoir justement une culture qui n'est pas puritaine, d'avoir encore une culture de la séduction. C'est vrai que ça pose des tas de questions sur les rapports hommes-femmes et c'est difficile à définir où est la limite. Et tout ça. Mais parlons-en, il faut qu'il y ait un débat là-dessus. Il faut qu'il y ait vraiment un débat national, une conversation nationale, comme on dit, et on n'y est pas encore. C'est l'un des grands débats sociétaux de l'année 2017, cette affaire Weinstein. Est-ce qu'elle a généré en France, Pascal Perrineau ? Oui, je crois, parce que là on parle du rapport. Ça pose tout de même une question fondamentale sur quel type de rapport dans nos sociétés entre les sexes. Est-ce qu'on doit rappeler tout de même que l'amour, c'est l'amour du prochain ? Voilà, ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que je crois que ces affaires questionnent les hommes,
questionne les hommes sur, vous savez, ce que Albert Cohen appelait la babinuée des hommes. Il disait les hommes sont des babouins. Et nous avons tous en nous un babouin qui sommeille. Et donc, comment faire avec cette condition babouine qu'il y a dans les hommes? Il y a là un travail qui est un travail, en effet, qui passe par certainement l'éducation. Et qui est un travail de très longue haleine. Et pour moi, en tant qu'homme, cette affaire et ces affaires diverses et variées qui, en effet, sont dramatiques. Quand on écoutait le témoignage, c'est absolument dramatique. Mais ça doit appeler chaque homme à un retour critique sur lui-même. Et en effet, souvent en France, les phénomènes sociétaux appellent immédiatement une réponse politique. Ça, pour le coup, c'est spécifiquement français. C'est très français, en tout cas, Dominique Régnier. Est-ce que c'est suffisant ? Non, il y a des aspects qui ont été énoncés par Gaspard Ganzer il y a quelques minutes. Il y a des aspects éducatifs, culturels. Il y a l'aspect civilisationnel, c'est ce dont parle Pascal Perrineau. Ça justifie aussi, avec une grande force, moi je trouve, tous les efforts qui sont faits en matière de parité. C'est pas une question d'équilibre parce qu'il faudrait représenter le pouvoir comme la société elle-même. C'est pas ça. On le voit ici. Plus les femmes accéderont aux responsabilités auxquelles elles peuvent prétendre, je crois, peut-être que j'ai tort de penser ça, c'est trop mécaniste, mais plus il me semble ces questions-là s'évaporeront. Après, j'insisterai juste sur un point. Il y a une autre frontière ambiguë entre la séduction, par exemple, et le harcèlement. Vous le disiez, Sylvie Kaufmann, c'est pas toujours simple de dire où est la frontière. Il y a une autre frontière qui est compliquée, c'est la révélation publique et le hors-droit. On doit absolument mettre en place, je ne suis pas du tout compétent sur les outils juridiques qui peuvent être mobilisés, mais on doit absolument mettre en place des process juridiques pour que la justice soit très très vite en tant qu'institution spécialisée. Pour éviter, vous dire, la mise au banc hors cadre juridique. Il faut faire attention. Vous faites exploser un être socialement sur des événements comme cela. C'est mérité, je dirais, c'est triste à dire, si les faits sont avérés, c'est sans retour si c'est pas le cas. Il y a même eu des suicides, on l'a vu récemment au Royaume-Uni, sur des imputations qui sont peut-être d'ailleurs fondées. Donc il y a juste cet élément-là. Restons dans le cadre d'une justice institutionnelle et de liberté, parce que les réseaux sociaux sont capables, sur ce plan-là, du meilleur comme du pire, et sur ce sujet-là, comme sur d'autres sujets. Gaspard Ganzer, en guise de conclusion de ce chapitre sociétal, vous avez choisi les indémodables Beatles, Revolutions. Année révolutionnaire 2017, Gaspard Ganzer. Qu'est-ce que vous allez scruter avec attention dans 2018 ? Je vais voir si le fruit tient la promesse des fleurs, parce que c'est vrai qu'on a beaucoup parlé de la révolution. C'est un classique des campagnes électorales. Le changement, c'est maintenant. Le changement, c'est maintenant. La rupture sarkozyste, le changement, c'est maintenant hollandais. Et là, carrément, la révolution macronienne. Donc, c'est un classique. Mais je crois qu'on promet la révolution, ce qui peut être une bonne chose, même si là, John Lennon, dans cette chanson, a un rapport un peu distancié avec la révolution. Il en montre à la fois la force, mais aussi les faiblesses. Il faut être à la hauteur de la promesse. Parce que moi, je crois que dans l'élection, si on reste en France, dans l'élection d'Emmanuel Macron, il y a une profonde promesse de renouvellement démocratique, de faire de la politique autrement, si on reste sur ce champ. Et le président de la République actuelle aurait tort d'oublier qu'il a un mandat très très fort dans ce domaine-là. On a beaucoup parlé d'économie, on a beaucoup parlé d'Europe, et c'est une bonne chose, mais je crois que le renouvellement démocratique qui a déjà en partie eu lieu doit être approfondi. Faire de la politique autrement, c'est la promesse en effet d'Emmanuel Macron. Pascal Perrineau, qu'est-ce qui se passe en effet si cette promesse donne le sentiment de ne pas être honorée ? Si vous voulez, on peut très bien avoir le retour en force, dans le cas français, d'un populisme qui ne passerait plus forcément par les vecteurs qui sont les deux vecteurs principaux aujourd'hui, à savoir le Front National ou France Insoumise. Un Emmanuel Macron populiste, demain,
se battant sur ce versant du nouveau clivage qui aujourd'hui en France est devenu dominant n'est pas du tout impossible. Et cela s'articule sur des tendances que l'on décèle très bien quand on regarde attentivement toutes les enquêtes d'opinion aujourd'hui. C'est la demande d'un homme fort. Et la demande d'un homme fort jusqu'au cœur même de la jeunesse française. Donc on voit bien que le paysage n'est pas un paysage aussi paisible. Ce processus de disruption sur lequel on a réfléchi ensemble, en effet, a amené, comme le disait Laurent Fabius, à un chamboule-tout phénoménal, mais ce chamboule-tout a des éléments qui sont des éléments préoccupants. Et je crois qu'un des éléments décisifs pour l'année qui vient, ça sera la capacité de ce jeune président qui, de manière claire, a été élu sur un versant du clivage, j'allais dire le versant de la France ouverte, le versant optimiste, le versant européen. Quelle est la capacité de ce jeune président à parler à l'autre France, qui est là, qui est une France pour l'instant taiseuse, mais qui demain peut reprendre la parole et peut reprendre la parole dans le fracas? Sylvie Kaufmann, qu'est-ce que vous allez regarder avec attention en 2018 ? Oui, je suis tout à fait d'accord. Le grand défi, c'est pour revenir à ce que vous disiez au début, le petit peuple de Trump, mais c'est aussi le petit peuple partout en Europe, celui qui est attiré par les forces populistes, et aux revendications duquel les grands partis, les partis traditionnels, les partis politiques traditionnels ont fait preuve de leur impuissance. Ils ne sont plus adaptés à ça. Alors d'autres formes sont en train d'essayer d'y répondre, mais là on est en plein questionnement et la réponse qu'ils apporteront est fondamentale. Et juste une dernière chose à propos des femmes. Vous parliez de la parité, Dominique Régnier. Si on reprend l'Assemblée nationale, et cette question du renouvellement, il y a l'arrivée en force d'une nouvelle génération et de nombreuses femmes. Et je crois que là, on voit la culture machiste très connue à l'Assemblée nationale qui est en train de changer un petit peu, ne serait-ce que juste par l'arrivée de cette génération de femmes. Dominique Régnier, le mot de la fin. On m'a même dit qu'à la buvette de l'Assemblée nationale, ce changement avait eu un effet tout à fait étonnant, c'est l'effondrement de la consommation d'alcool mescalier. Voilà. C'est un spécialiste de l'addiction qui me l'a expliqué. J'étais très intéressé par ce résultat matériel. Ce sera le mot de la fin, quelques heures d'arrivée. Juste si je peux dire que je crois qu'en France, le populisme est majoritaire. Et donc, la chance que nous avons, c'est qu'il ne s'est pas agrégé. Il s'est dispersé, il s'est fragmenté. Mais je parle du populisme qui s'est opposé à Emmanuel Macron. Et il pourrait, sans difficulté, s'agréger d'ici quelques années, même en 2022, et l'emporter. Bien, triste conclusion pour terminer ce tour de table du 31 décembre. Merci beaucoup à vous quatre, Sylvie Kaufmann, Pascal Perrino, Dominique Régnier et Gaspard Ganzer. Bon réveillon à tous les quatre. Merci à Céline Leclerc qui, comme toujours, a préparé avec moi cette émission, à Luc-Jean Reynaud qui l'a réalisée, à la technique aujourd'hui, Hélène Ginestour, Clément Daté et Thomas Coudreuse. Et puisque cette émission était musicale, en tout cas plus que d'habitude, j'en profite pour remercier Ibrahim Malouf qui signe la si belle musique de notre générique depuis septembre. Merci à vous qui nous écoutez, de nous être si fidèles. Il semblerait que vous soyez de plus en plus nombreux aussi depuis cette rentrée de septembre. Alors merci beaucoup. Passez une douce fin d'année. À l'année prochaine, on va se retrouver le dimanche 14 janvier, car le dimanche 7, nous cédons l'antenne à nos amis orthodoxes pour le Noël orthodoxe. Tout de suite, vous retrouvez Alain Krugère pour On ne parle pas la bouche pleine, avec évidemment un repas de réveillon avec Freud, Lacan et Elisabeth Roudinesco. Vivement 2018. À très bientôt.